Le soir de ma fête de retraite, dans une salle de réception pleine de collègues et de champagne, ma femme Claire est montée sur scène avec un sourire que je n'avais jamais vu. Devant tout le monde, elle m'a tendu les papiers du divorce, pendant que nos enfants, Sophie et Marc, applaudissaient comme si c'était une victoire. À cet instant précis, j'ai compris que cette humiliation publique n'était pas improvisée, mais le résultat d'années de manipulation, de mensonges et de haine soigneusement cultivée. Et ce que j'allais découvrir ensuite allait transformer cette fête en un véritable procès familial. Le crépitement des flashs et la rumeur joyeuse de la foule résonnaient dans la salle de réception. Les guirlandes lumineuses scintillaient, reflétant sur les verres de champagne levés en mon honneur. Ma retraite. 35 ans de labeur acharné, de sacrifice, d'acharnement pour construire une vie, une famille, un héritage. Ce soir-là, tout était censé être parfait. Mes collègues, mes amis et surtout ma famille. Ma femme, Claire, élégante comme toujours dans sa robe de cocktail bleu nuit, et nos deux enfants, Sophie et Marc, des adultes accomplis qui faisaient ma fierté. Le bonheur absolu, pensais-je, un cliché incarné. Le directeur de l'entreprise venait de prononcer un discours élogieux, rappelant mon dévouement et ma contribution inestimable. Les applaudissements étaient nourris, sincères. Je montais sur l'estrade, le cœur gonflé d'une émotion douce et d'un sentiment rare de plénitude. C'était mon moment, le couronnement d'une existence bien remplie. J'ai commencé à remercier, ma voix légèrement étranglée par l'émotion. Chers amis, chers collègues, ma chère famille. Claire, d'habitude si réservée, s'est levée de sa chaise au premier rang. Un sourire, que j'aurais dû identifier comme un sourire de prédatrice, éclairait son visage. Elle s'est avancée vers moi, une enveloppe ostensiblement blanche à la main. Mon cœur a fait un bond bizarre. Une dernière surprise, un cadeau spécial, une déclaration d'amour inattendue. Elle est arrivée à mes côtés, le projecteur sur nous deux. Les murmures se sont tus. Un silence étrange, tendu, a envahi la salle. Claire a attrapé le micro que je tenais encore, son contact froid et étranger sur le mien. Son sourire s'est étiré, pas un sourire de joie, mais de triomphe glaçant. « Jacques !» a-t-elle commencé, sa voix amplifiée par le micro, claire et perçante. « Tu as toujours aimé les finales spectaculaires, n'est-ce pas? Eh bien, en voici une. Pour ton départ en retraite, après toutes ces années passées ensemble, je voulais te faire un cadeau inoubliable. Ceci, cher ami, n'est pas une carte de félicitations. Ce sont les papiers de notre divorce. Je te quitte, Jacques, après 30 ans. » Elle m'a tendu l'enveloppe, son regard fixant le mien. Un mélange de haine froide et d'une satisfaction que je n'oserais jamais imaginer. Le monde s'est arrêté de tourner. Le son de sa voix s'est éteint, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. L'enveloppe est tombée de mes mains tremblantes, s'étalant sur le sol, révélant la liasse de documents officiels, indéniables. Les murmures de la foule se sont transformés en exclamations horrifiées, puis en un silence pesant. Je voyais les visages choqués, ébahis de mes collègues, de mes amis. Leur pitié écrasante me perçait le cœur. Mes yeux se sont tournés vers Sophie et Marc. Eux aussi étaient sur l'estrade, à côté de leur mère. Mon fils, Marc, s'est mis à applaudir. Non pas le genre d'applaudissements timides et respectueux, mais des claques franches et rythmées, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Sophie, ma fille adorée, a emboîté le pas, ses mains battant l'air avec une ferveur déconcertante. Puis, leur petit couplet, un chœur dissonant dans ce théâtre de l'absurde, a été amplifié par le micro que Claire n'avait pas encore lâché. « Bravo, maman ! Enfin !» cria Marc. Sophie, dans la même euphorie, rajouta « Il était temps !» Le tableau entier était une composition d'horreur et de trahison. Mes propres enfants, ceux pour qui j'avais tout sacrifié, applaudissaient à ma déchéance publique. Ils se réjouissaient ouvertement de ma blessure la plus profonde, celle de mon mariage brisé. Je ne comprenais pas. Rien, absolument rien dans les 30 dernières années de ma vie de couple ne m'avait préparé à cela. Notre mariage était imparfait, bien sûr, comme tous les mariages. Il y avait eu des hauts, des bas, des désaccords. Mais de là à ça,
à cette humiliation publique orchestrée avec une cruauté calculée et célébrée par mes propres enfants. Je me suis senti vide, vidé de tout. Mon corps tremblait, ma vision se brouillait, la salle tournait. Je n'étais plus l'homme honoré, le futur retraité célébré. J'étais un spectacle, un pantin dont les fils venaient d'être coupés en plein air. La panique montait, une peur froide et profonde que je n'avais jamais ressentie. Que se passait-il? Qu'avais-je fait pour mériter une pareille mise en scène? Le silence était devenu si pesant qu'on l'aurait cru un linceul. Mes collègues les plus proches, des hommes et des femmes avec qui j'avais partagé tant de joie et de peines professionnelles, détournaient le regard, gênés. D'autres, les moins scrupuleux, sortaient de leur téléphone, capturant chaque instant de mon effondrement pour le partager, j'en étais sûr, avec le monde entier. Ma respiration était courte, saccadée. J'essayais de trouver un sens à ce chaos, à cette cruauté gratuite. Mes enfants. Pourquoi mes enfants? Ils m'avaient pourtant semblé m'aimer, me respecter. Leurs sourires, leurs rires, leurs accolades n'avaient-ils été qu'un masque? Le tableau de famille parfait que j'avais tant chéri venait de se déchirer en 1000 morceaux, révélant une abîme d'incompréhension et de trahison. Ce n'était pas la fin de ma carrière. C'était la fin de ma vie, telle que je la connaissais. Et le début d'un cauchemar qui venait à peine de commencer. Les larmes, enfin, ont commencé à couler, chaudes et amères, lavant l'amertume de ce clap de fin si imprévu, si violent. Les heures qui ont suivi ont été une descente aux enfers d'une lenteur exaspérante. Le directeur de l'entreprise s'est avancé, pâle et embarrassé, pour tenter de calmer le jeu. La fête a été écourtée, et la salle s'est vidée dans un silence lourd de commérages et de regards compatissants. Je me suis retrouvé seul, au milieu des restes d'une célébration gâchée, l'enveloppe maculée des papiers de divorce à mes pieds. Claire et les enfants avaient disparu, partis aussi vite qu'ils étaient apparus dans cette grotesque mise en scène. Je suis rentré chez moi, un fantôme parmi les meubles familiers. La maison était plongée dans un silence qui résonnait plus que jamais. Pas un mot, pas un message, pas un appel de mes enfants. La trahison de Claire était une chose, mais celle de Sophie et Marc me rongeait l'âme. Comment avaient-ils pu? Comment? J'ai passé la nuit à marcher, à tourner en rond, un verre de whisky à la main, revoyant sans cesse la scène, cherchant le moindre indice, le signe avant-coureur qui aurait pu m'alerter, mais rien. Notre vie de famille me paraissait, rétrospectivement, un montage habile, une illusion savamment construite. Le lendemain matin, la gueule de bois était physique et émotionnelle. J'ai ramassé les papiers de divorce, le sigle officiel, les termes juridiques, tout était froid, implacable. Claire demandait le maximum, bien sûr. La maison, la voiture, une part substantielle de mon épargne retraite. J'ai appelé mon avocat. Il était abasourdi. « Jacques, c'est du jamais vu. Une telle humiliation publique est une preuve de cruauté. Cela plaidera en votre faveur, mais le fait que vos enfants soient impliqués, c'est difficile à concevoir. » Je me suis présenté devant la maison de Sophie un après-midi. La porte s'est ouverte après de longues minutes. Elle m'a regardé, ses yeux habituellement si doux, durs et froids. « Papa, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas compris le message? Nous n'avons rien à t'expliquer. Tu récoltes ce que tu as semé. » Elle a refermé la porte, sans même me laisser le temps de prononcer un mot de plus. Ces paroles cinglantes m'ont transpercé. Gâcher leur vie, détruit Claire, de quoi parlait-elle? J'avais pourtant toujours œuvré pour leur bonheur, pour leur sécurité. J'avais travaillé sans relâche pour leur offrir une vie confortable, des études, des opportunités. J'étais peut-être un père parfois absent à cause de mon travail, un mari parfois trop pris par mes responsabilités, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé être qualifié de destructeur. La situation avec Marc était encore pire. Il refusait de me voir, de me parler. Un message laconique, envoyé via un ami commun, m'a informé qu'il me tenait pour responsable de tous les malheurs de notre famille et qu'il ne souhaitait plus avoir de contact avec moi. Ton masque est tombé, papa. On n'est plus tes pions. Où était-ce que j'avais été aveugle à une réalité qu'il cachait depuis si longtemps? La maison,
témoin silencieux de tant de moments, semblait se refermer sur moi. Chaque objet, chaque photo sur la cheminée, me renvoyait à cette image d'une famille unie que j'avais tant chérie. Mais cette image était désormais fissurée, brisée en 1000 morceaux. Je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé de questions sur les non-dits, les silences pesants, les regards étranges. J'avais toujours pensé que Claire et les enfants étaient heureux, que nous étions un portrait de famille, sans histoire. Le plus terrible n'était pas la fin de mon mariage, ni la perte matérielle qui en découlerait. Le plus terrible était le rejet de mes enfants, leur haine si intense qu'elle les avait poussés à cette humiliation publique. C'était la perte de leur amour, de leur respect, de tout ce que j'avais cru construire avec eux. Les souvenirs d'une vie patiemment bâtie se transformaient soudain en un champ de ruines émotionnelles. Il me fallait comprendre, je devais comprendre ce qui avait pu les amener à une telle extrémité. Le silence de leur haine était plus dévastateur que n'importe quel cri. Et je savais au fond de moi que, si je ne trouvais pas la vérité, je ne pourrais jamais vivre en paix. Dans mon isolement forcé, la solitude est devenue ma pire ennemie, mais aussi ma seule compagne. Je passais des nuits blanches à revisiter chaque fragment de notre vie commune, cherchant la faille, le moment où tout avait commencé à se briser. J'ai ouvert de vieux albums photos, des malles de souvenirs, espérant y trouver une explication, un indice de ce qui avait pu provoquer une haine aussi virulente chez mes enfants. Les premières années du mariage avec Claire étaient que pleines de tendresse. Sophie et Marc sont arrivés quelques années plus tard, comblant nos vies de cette joie unique que seul un parent peut comprendre. Nous étions une famille normale, avec ses hauts et ses bas. Je travaillais beaucoup, c'est vrai. Ma carrière était exigeante, et les promotions s'accompagnaient souvent de longues heures au bureau, de voyages d'affaires imprévus. J'étais absent, parfois trop, mais je pensais toujours le faire pour le bien de ma famille, pour leur offrir le meilleur. C'est peut-être là que les premières fissures ont commencé à apparaître. Des silences de Claire, des regards reprocheurs qui s'estompaient dès que je les interrogeais, des plaintes de mes enfants, étouffées, sur mon absence aux réunions parents-profs, aux matchs de foot, aux spectacles de danse. J'attribuais cela à l'inévitable équilibre difficile entre carrière et vie de famille. Je pensais les compenser par des cadeaux, par des vacances luxueuses, par une sécurité financière inébranlable. Je me souviens d'un épisode particulier. Marc avait environ 12 ans. Il était passionné de football et rêvait de rejoindre une académie de renom. J'avais promis d'assister à son match décisif. Le recruteur devait être là. Mais un client important, un contrat décisif, m'avait retenu au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Je n'avais pas pu y aller. Claire m'avait dit qu'il était déçu, mais qu'il avait compris. Marc m'avait à peine adressé la parole pendant quelques jours, puis la vie avait repris son cours. Était-ce une graine de rancœur plantée ce soir-là? Sophie, elle, avait toujours été plus artiste, plus sensible. Elle peignait, écrivait. Je me souviens d'une fois où elle avait remporté un prix littéraire à l'école. J'avais manqué la cérémonie, encore un déplacement professionnel. Je l'avais appelée, je l'avais félicitée, je lui avais acheté un présent coûteux. Elle m'avait semblé ravie. Avait-elle vraiment été ravie ou avait-elle dissimulé sa déception comme Claire m'avait si souvent dit qu'ils dissimulaient leurs propres sentiments par respect pour mon travail et pour mon sacrifice? Il y avait aussi Claire. Nos moments d'intimité s'étaient espacés avec le temps. La passion des débuts avait laissé place à une routine confortable, à un amour que je pensais mature et solide. Je la trouvais parfois distante, mais j'attribuais cela à la fatigue, au stress de sa propre carrière, car elle travaillait également beaucoup. Avait-elle été malheureuse pendant tout ce temps? Avait-elle masqué son propre désespoir derrière sa façade d'épouse et de mère parfaite? Je repensais à cette soirée où nous avions dîné avec des amis. Un collègue de Claire avait plaisanté sur mon absence chronique, suggérant qu'elle était une femme de patron, dans le sens où elle gérait tout à la maison. J'avais ri, pensant que c'était un compliment sur sa force. Claire avait esquissé un sourire tendu. À l'époque, je n'avais pas compris la subtilité de cette remarque. Maintenant, la phrase me revenait comme une accusation.
La révélation de Claire et l'attitude de mes enfants m'obligeaient à regarder notre histoire sous un angle nouveau, pervers. Et si leur bonheur n'avait été qu'une illusion, une carapace derrière laquelle ils cachaient des années de ressentiment, de frustrations accumulées? Et si mes sacrifices pour la famille avaient été perçus comme un désintérêt, un éloignement? Puis, une autre pensée, bien plus sombre, a commencé à germer. Ce genre de haine, cette cruauté calculée, ne naît pas du jour au lendemain. Elle est cultivée, alimentée. Qui avait nourri cette colère? Qui avait tourné mes propres enfants contre moi? Le divorce n'était pas seulement une affaire de couple, c'était une vendetta familiale orchestrée avec une précision chirurgicale. Et au centre de cette machination, Claire, mon épouse, l'architecte de ma déchéance. Je ne pouvais plus me contenter de revisiter le passé. Il fallait que j'agisse, que je découvre l'étendue des dégâts, que je comprenne les motivations profondes derrière cette trahison. La vérité, même si elle était amère, était le seul chemin possible. Je devais affronter ce qui avait été tu, ce qui avait été caché, et je devais trouver mes enfants, non pas pour obtenir des excuses, mais pour comprendre leur douleur, leur version des faits. Car au fond de moi, je refusais de croire que les enfants que j'avais tant aimés puissent être devenus de purs monstres. Une autre histoire devait se cacher sous la surface, une histoire dont je n'étais, étrangement, que le spectateur aveugle. L'isolement devenait insupportable. Après des semaines d'introspection douloureuse, de questions sans réponse, j'ai réalisé que je ne pouvais pas démêler cette énigme seul. La version de ma famille était claire, quoique muette. J'étais le coupable, le bourreau. Mais leurs applaudissements, leur jubilation me laissaient perplexe. Il y avait une facette de l'histoire qui m'échappait totalement. C'est là que j'ai décidé de sortir de ma prison dorée, d'affronter le monde extérieur, non plus comme l'homme détruit, mais comme un détective cherchant des preuves. J'ai commencé par nos amis communs. Ce fut d'abord délicat, gênant. Tous étaient au courant du scandale. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine, d'autres encore avec une froideur que j'ai d'abord attribuée à leur loyauté envers Claire. Mais au fil des conversations, des murmures, des allusions, une autre vérité a commencé à émerger, fragmentée, insidieuse. « Jacques, tu sais, Claire s'est toujours sentie un peu à l'ombre. Tu étais le grand professionnel, l'homme de carrière. » M'a confié une vieille amie de la famille, Jeanne, un soir, avec un verre de vin. Elle a toujours dit que tu la prenais pour une subalterne à la maison, que tu ne la respectais pas vraiment, que tu la rabaissais sans t'en rendre compte. Elle se sentait ignorée en somme. J'ai toujours insisté pour qu'elle travaille. Mais ces paroles, étrangement, résonnaient avec les accusations de Sophie et Marc. Tu récoltes ce que tu as semé. Puis j'ai parlé à d'autres, aux parents des amis de nos enfants. Ils m'ont raconté des anecdotes, des faits insignifiants à l'époque, mais qui, mis bout à bout, commençaient à former un tableau troublant. La fois où j'avais oublié l'anniversaire de Sophie, et Claire avait dû inventer une excuse. La fois où j'avais critiqué publiquement le choix de Marc de faire des études artistiques, le poussant vers des études plus sérieuses. J'avais oublié ces moments, les considérant comme des détails, des maladresses isolées. Mais le murmure de la ville était clair. J'étais perçu comme un père exigeant, un mari distant, un homme qui plaçait sa carrière avant tout. Le rôle que je pensais parfait, irréprochable, était en réalité une caricature, un masque dont ils avaient su percer la surface. La rumeur la plus perturbante concernait Claire. Plusieurs personnes m'ont fait comprendre qu'elle n'avait pas supporté le rôle secret d'aidante, de femme de l'ombre. Elle disait aux amis que j'étais un homme arrogant, égocentrique. Et, plus grave, que j'avais eu une maîtresse, une vieille histoire de bureau qui aurait duré quelques mois, des années auparavant. Une liaison que j'avais eue, oui, une bêtise de jeunesse, une erreur que j'avais regrettée amèrement et que j'avais cru pardonner par Claire. J'avais juré que c'était une erreur, que je n'allais pas la refaire et que nous avions tourné la page des années plus tôt. Cette révélation a été un électrochoc. Claire avait ressorti ce fantôme du passé, l'avait exhumé de son tombeau, pour l'utiliser comme arme.
Non seulement cela, mais elle l'avait utilisé pour justifier sa propre cruauté, pour alimenter la colère de mes enfants. Elle avait transformé une erreur vieille de 20 ans dont elle disait m'avoir pardonné en motif de vengeance. Je ne pouvais plus me cacher derrière mon aveuglement. La réalité était bien plus complexe et bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. J'étais un homme imparfait et mes erreurs avaient eu des conséquences. Mais la trahison de Claire, sa manipulation des faits, son acharnement à me détruire publiquement, tout en utilisant mes propres enfants comme des outils, dépassait l'entendement. Le murmure de la ville était devenu un concert d'accusations, un tribunal populaire où j'étais jugé coupable sans même avoir la possibilité de me défendre. Mais au-delà de la douleur, une détermination nouvelle a commencé à naître. Je n'étais peut-être pas l'homme parfait qu'il décrivait, mais je n'étais pas non plus le monstre qu'il laissait entendre. Je devais rétablir ma vérité, non pas pour l'obtenir d'eux, car ils semblaient m'avoir déjà jugé, mais pour eux, pour Sophie et Marc. Pour qu'ils comprennent la manipulation dont ils étaient victimes, et pour qu'ils puissent, un jour, se libérer de cette haine qui semblait les dévorer. Le chemin serait difficile, j'en étais conscient. Mais la quête de ma propre dignité en valait la peine. Les murmures de la ville avaient dessiné une image de moi que je ne reconnaissais pas entièrement, mais ils avaient aussi mis en lumière la main habile de Claire derrière cette machination. L'histoire de ma liaison passée, exhumée et amplifiée, était la preuve la plus flagrante de sa stratégie. Claire n'avait pas seulement voulu se venger, elle avait voulu me détruire, méthodiquement, en utilisant mes propres enfants comme des armes. La colère a commencé à bouillir en moi, une colère froide et déterminée qui a chassé la tristesse lancinante. Je me suis rappelé des épisodes passés, des moments où j'avais ignoré les signes. Les dîners où Claire me racontait avec délice les malheurs de nos voisins, la façon dont elle aidait les amis en difficulté, mais toujours en glissant un commentaire désobligeant ou une rumeur sous-jacente. Elle était brillante, manipulatrice, une architecte subtile des relations humaines. Elle avait cette capacité insidieuse de planter des graines de doute, de jalousie, de suspicion et de les regarder grandir. Une amie commune, Anne, m'a appelée hésitante. « Jacques, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais Claire a commencé à te dénigrer il y a des années. Pas directement, non. Avec des sous-entendus, des plaintes sur ta carrière qui t'éloignaient, sur ton manque d'investissement à la maison. Elle a commencé à se victimiser auprès de tout le monde, à se créer une image de femme sacrifiée. Et elle faisait ça devant les enfants. Elle les ralliait à sa cause, les faisait se sentir investis dans sa souffrance. Elle avait transformé notre histoire en un roman personnel, dont elle était l'héroïne martyrisée, et moi, le vilain bourreau. Sophie et Marc, encore jeunes et influençables, avaient été les parfaits récepteurs de cette narration. Le coup de grâce vint d'une conversation avec l'un de mes anciens collègues, Jean-Luc, un homme franc et honnête. « Jacques, je ne t'ai jamais dit ça, mais j'ai vu Claire, il y a quelques mois, discuter avec Marc et Sophie. Ils étaient très animés. Je les ai entendus parler de ta fête de retraite et de son grand moment. On aurait dit qu'il préparait quelque chose, un plan, tu vois. Ça m'a interpellé sur le coup, mais j'ai préféré ne pas m'en mêler. Maintenant, je comprends. La rage a enflé en moi, balayant toutes les dernières gouttes de pitié que je pouvais avoir pour elle. Je me suis penché sur les papiers du divorce. Claire demandait une part excessive de nos biens conjugaux, de mon épargne retraite. Ce n'était pas seulement une question de séparation, c'était une razzia, une tentative de me laisser sans rien. Elle voulait que je finisse ma vie dans la misère, dépouillé de tout, financièrement et émotionnellement. Mon avocat, M. Dubois, m'avait dit calmement « Jacques, le dossier est compliqué. Elle a manifestement bien préparé son coup, mais vous n'êtes pas sans recours. La cruauté mentale qu'elle a exercée, sa manipulation des enfants, la planification de cette humiliation publique, tout cela peut jouer en votre faveur, mais il faudra entrer dans un engrenage judiciaire, long et douloureux. Vous êtes prêt à aller jusque-là ? Ce n'était pas juste un divorce, ni même une vengeance. C'était une campagne de démolition.
Ma vie avait été une cible, et Claire, l'architecte de sa destruction, et mes enfants, ses complices involontaires, ou pire, volontaires, dans cette cruauté. Je savais maintenant que ma seule option était de contre-attaquer, non pas avec la même cruauté qu'elle, mais avec la vérité. Je devais collecter les preuves de sa manipulation, de sa campagne de dénigrement auprès de nos amis, des enfants. Je devais montrer au tribunal, et surtout à mes enfants, la véritable nature de la femme qui les avait instrumentalisés. C'était un combat risqué. J'allais devoir exposer nos vies, nos secrets, à la face du monde. J'allais devoir détruire l'image de la mère aimante qu'elle s'était construite, même si cela risquait de blesser encore plus Sophie et Marc. Mais je ne pouvais plus reculer. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Pas après tout ce qu'elle m'avait fait. Pas après avoir manipulé mes enfants. C'était le seul moyen de retrouver ma dignité, ma paix intérieure, et peut-être un jour de retrouver le chemin vers mes enfants, en leur offrant une vérité, même douloureuse, qui les libérerait de l'emprise toxique de leur mère. La bataille ne faisait que commencer. Le silence, la discrétion avaient été mes torts. Il était temps de parler, de crier la vérité et de me battre pour ma propre survie. La décision était prise. Je me battrais. Pas pour l'argent en priorité, mais pour ma dignité, pour la vérité que Claire avait si habilement déformée. Mon avocat, M. Dubois, a été clair. Il nous faut des preuves, Jacques, des témoignages, des écrits, tout ce qui peut démontrer la manipulation et la préméditation de cette humiliation. J'allais devoir devenir un enquêteur sur ma propre vie, débusquer les indices, les bribes de conversation, les détails oubliés. C'était une tâche répugnante, mais nécessaire. J'ai commencé par fouiller dans mes vieux courriers électroniques, mes messages, nos conversations sur les réseaux sociaux, tout ce qui pouvait tracer notre interaction. C'est là que j'ai trouvé les premières anomalies. Des messages de Claire, datant de plusieurs années, où elle se plaignait de ma carrière, de mes absences, avec des propos de plus en plus acerbes, des sous-entendus venimeux. Au début, je les avais pris pour des frustrations passagères, des coups de mou d'une femme épuisée. Maintenant, je les lisais comme le début d'une campagne de diffamation. Les amis que j'avais rencontrés m'ont ensuite fourni des témoignages précieux, confirmant la campagne de dénigrement qu'elle menait contre moi depuis des années. Elle se victimisait sans cesse, a dit Anne. Elle nous disait que tu la traitais comme une servante, qu'elle faisait tout à la maison pendant que tu te la coulais douce au bureau, que tu la trompais avec tout le monde alors que c'était une histoire de 20 ans. Et elle disait ça devant les enfants, comme si c'était normal. Nous avions des employés de maison. Elle avait une vie sociale bien remplie, sa propre carrière et ses propres passions. Elle avait sciemment inventé une réalité, ou du moins l'avait exagérée à l'extrême pour l'utiliser contre moi. La partie la plus difficile fut de collecter des preuves de la manipulation de Sophie et Marc. Il était difficile d'imaginer que mes enfants, autrefois si innocents, aient pu être des pions dans son jeu. Mais les témoignages d'amis proches de la famille ont commencé à s'accumuler. Une amie de Sophie, Lucie, une jeune fille que j'avais vue grandir, m'a contactée, hésitante. « Monsieur Dubois, je ne voulais pas vous dire ça, mais Madame Dubois nous parlait souvent de vous, de vos prétendues erreurs. Elle disait à Sophie et Marc que vous étiez un homme égoïste, que vous ne pensiez qu'à vous. Elle les montait contre vous, en fait. Elle a même payé Marc et Sophie pour qu'ils soient de son côté, notamment pour qu'ils applaudissent et disent qu'il était temps. Ça m'a choqué. La somme n'était pas énorme. Elle venait de la caisse noire que Claire avait détournée de nos comptes communs depuis des années. Mais le geste, l'intention, étaient monstrueux. Marc la vide et Sophie la manipulée pour de l'argent. M. Dubois, mon avocat, a écouté ces nouvelles révélations avec une expression grave. « Jacques, c'est une preuve accablante de manipulation parentale. Cela jouera très lourdement contre elle et en votre faveur. Nous avons maintenant des raisons solides de demander une rupture aux torts exclusifs de Madame Dubois, ce qui changerait radicalement le partage des biens.
L'architecte de la vengeance était bien clair, et elle avait bâti son œuvre sur la manipulation et la destruction émotionnelle. J'ai également demandé à mon avocat de lancer une enquête sur les finances de Claire. Je savais qu'elle avait toujours eu des relations privilégiées avec certains fournisseurs de l'entreprise. Mon instinct me disait qu'il y avait peut-être plus à découvrir que de simples mensonges verbaux. J'avais besoin de tout savoir, de tout comprendre, pour me protéger et pour que la vérité éclate au grand jour. L'avocat a fait son travail. Les preuves de détournement de fonds mineurs mais répétées sur des comptes offshore sont apparues. Des transactions étranges avec une société écran liée à un cousin éloigné de Claire. Des montants qui, mis bout à bout, atteignaient des sommes considérables. Elle avait non seulement manipulé mes enfants, mais elle m'avait aussi volé, lentement, méthodiquement, pendant des années, pour alimenter ses propres fins, sa soif insatiable de vengeance et de pouvoir. Elle avait volé de l'argent de nos comptes communs pour payer ses enfants afin qu'ils s'allient à elle. La trahison était totale. Je n'étais pas seulement un mari trompé, un père rejeté. J'étais une victime de fraude, d'abus de confiance d'une ampleur insoupçonnée. Le masque était tombé. Et sous le visage de l'épouse modèle, de la mère aimante, se cachait une prédatrice, une manipulatrice assoiffée de destruction. La guerre était déclarée. Et cette fois, je ne serais plus le spectateur passif de ma propre déchéance. La vérité était une arme redoutable et j'étais prêt à l'utiliser. Le tribunal était une arène froide et impersonnelle. Les lumières blafardes, le silence tendu, l'attente. Claire était là, impeccable dans un tailleur chic, son visage impassible, presque hautain. À ses côtés, son avocat, un requin du barreau réputé pour sa défense agressive. Je me tenais à ma place, me Dubois à mes côtés, l'esprit clair et le cœur lourd. Ce n'était pas un simple divorce, c'était le procès d'une vie, la mise à nu de nos âmes. Le premier jour fut éprouvant. Le portrait de moi brossé par l'avocat de Claire était celui d'un mari absent, égoïste, obnubilé par sa carrière, négligeant sa famille et son foyer. La liaison passée fut brandie comme une preuve de ma nature infidèle. Les larmes de crocodile de Claire, ses plaintes sur sa vie sacrifiée pour mon ambition, étaient jouées avec une perfection théâtrale. Elle semblait si fragile, si digne dans sa douleur. Le juge écoutait, impassible, notant chaque détail. Mais quand vint le tour de Dubois de présenter notre dossier, l'atmosphère changea. Il a commencé par les témoignages de nos amis, démontrant la campagne de dénigrement orchestrée par Claire. Chaque preuve, chaque extrait de message où elle se victimisait attisait la colère de mes enfants. Chaque conversation rapportée par Anne, par Jeanne, était un coup de marteau sur la façade qu'elle s'était construite. Puis vint le témoignage de Lucie, l'amie de Sophie. La jeune fille, intimidée mais courageuse, a décrit comment Claire avait alimenté la haine des enfants envers moi, comment elle les avait incités à me voir comme le grand méchant loup. Elle a révélé le paiement effectué par Claire à Sophie et Marc pour les récompenser de leur loyauté et de leur performance à la fête de retraite. La réaction de Claire fut visible. Son masque d'impassibilité s'est fissuré, une légère crispation trahissant sa panique. La salle a retenu son souffle. Le juge, d'abord sceptique face à l'idée de manipulation parentale, semblait maintenant prendre conscience de la gravité des faits. Ses notes s'accéléraient. C'était une humiliation sans précédent pour Claire, dont la réputation de mère et d'épouse exemplaire volait en éclats. Ensuite, mon avocat a déroulé les preuves financières, les relevés de comptes, les transactions douteuses, les liens avec la société écran du cousin. Le tableau d'une escroquerie minutieusement orchestrée, non pas pour survivre, mais pour s'enrichir sur le dos de notre patrimoine commun et pour financer sa vengeance. Les montants détournés, étalés noir sur blanc, laissaient peu de place au doute. Face à ces preuves accablantes, l'avocat de Claire a tenté de minimiser, d'attaquer la crédibilité des témoins, de suggérer que j'étais moi-même un manipulateur cherchant à inverser les rôles. Mais l'édifice s'effondrait. Chaque tentative de défense laissait des brèches, révélant la duplicité de Claire. Le moment le plus déchirant fut lorsque j'ai été appelé à la barre.
Me Dubois m'a interrogé sur mon ressenti, non pas sur les faits, mais sur la douleur, la trahison. J'ai parlé avec mon cœur, avec la vérité de ma vulnérabilité. Je ne cherchais pas à la blesser, ni à la priver de quoi que ce soit. Je cherchais à comprendre leur haine, la haine de mes enfants. Ce n'était pas l'argent qui m'importait, mais la vérité. Le fait que mes enfants aient été instrumentalisés, payés pour se réjouir de ma chute, est une blessure que je ne sais pas si je pourrai jamais cicatriser. Mais je devais me battre pour leur donner la chance, un jour, de connaître la vérité et de se libérer de cette emprise toxique. Les yeux du juge s'étaient posés sur moi, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de compassion et de reconnaissance. Le procès a duré plusieurs jours. Les témoignages se sont succédés, dessinant le portrait d'une femme complexe, brillante, mais dont la soif de vengeance avait détruit tout sur son passage. Mon passé, imparfait, était aussi un passé d'un homme qui avait fait des erreurs, mais qui n'avait jamais cherché à détruire sa famille. La preuve en était que je me tenais là, non pour la rabaisser, mais pour rétablir une vérité que mes enfants méritaient d'entendre. Le verdict final fut lapidaire. Le juge a reconnu les torts exclusifs de Claire, sa manipulation des enfants, la cruauté mentale et les détournements de fonds. La séparation des biens a été prononcée en ma faveur, me laissant la majeure partie de mon patrimoine. Mais la victoire n'avait pas le goût de la joie. Elle avait le goût amer de la justice, de la reconnaissance d'une douleur qui ne disparaîtrait jamais vraiment. En quittant la salle d'audience, j'ai croisé le regard de Claire. Son visage n'était plus celui de la femme triomphante de ma fête de retraite. Il était défait, empli d'une rage froide, mais aussi d'une défaite palpable. Elle avait perdu la bataille. Mais la guerre pour le cœur de mes enfants était loin d'être terminée. La victoire juridique était un soulagement, mais son amertume persistait. L'argent, la maison, tout cela n'avait qu'une valeur relative face au vide laissé par l'absence de mes enfants. Le verdict avait exposé la vérité de la manipulation de Claire. Et j'espérais secrètement que cela ouvrirait les yeux de Sophie et Marc. Mais le silence continuait de régner. Me Dubois m'avait conseillé de ne pas les contacter immédiatement. Ils ont besoin de temps, Jacques. La vérité est dure à entendre, surtout quand elle concerne la personne en qui ils avaient le plus confiance. Laissez-les digérer, laissez-les venir à vous s'ils le souhaitent. Puis un soir, mon téléphone a vibré. Un message, un nom que j'attendais depuis si longtemps. Sophie. Mon cœur a bondi. Papa, j'ai vu le compte-rendu du procès. J'ai parlé avec Lucie. Je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai préféré prendre le temps, laisser le message infuser pour ne pas la brusquer. Quelques jours plus tard, Sophie m'a appelé. Sa voix était tremblante, incertaine. Papa, je ne sais pas quoi dire. Maman m'a menti. Elle nous a tous menti. Les larmes ont coulé de ses yeux. Elle nous a dit que tu étais un monstre, que tu avais tout volé. La réalité de la manipulation de sa mère l'avait frappé de plein fouet. Je me sens tellement coupable, papa, de t'avoir applaudi, de t'avoir fait ça. Je me suis laissé aveugler par sa douleur, par l'histoire qu'elle nous racontait. Je voulais la protéger, la défendre. Elle avait besoin d'argent pour ses études. Elle avait honte de l'avoir accepté. La réconciliation n'a pas été instantanée, mais c'était le début. Sophie est revenue me voir, d'abord hésitante, puis plus à l'aise. Nous avons parlé, longuement, ouvertement. Elle a exprimé sa douleur, sa confusion, sa colère envers sa mère. J'ai exprimé mes propres regrets, mes erreurs, ma cécité face à la manipulation qui se tramait sous mon nez. Marc, lui, est resté silencieux pendant un temps. Plus tard, Sophie m'a dit qu'il avait été encore plus touché par les révélations. Il s'était senti trahi, non seulement par sa mère, mais aussi par la fausse image qu'il s'était forgée de sa famille. Il avait aussi été payé par sa mère avec l'argent qu'elle avait détourné petit à petit de nos comptes. Le procès, les détails sur les finances de Claire l'avaient profondément perturbé. Marc, par orgueil et par honte, ne voulait pas admettre qu'il avait été manipulé et qu'il avait été acheté. Puis un après-midi, Marc est apparu à ma porte.
Son visage était fermé, ses yeux fuyants. Il ne s'est pas excusé. Il a juste dit, d'une voix basse, « Papa, je suis désolé, je n'aurais jamais dû te faire ça. J'ai été un idiot. » Les cicatrices ne disparaîtraient jamais vraiment. La méfiance subsisterait, subtile, exigeant une constante vigilance. Claire, de son côté, avait disparu de nos vies, ayant perdu son aura et son jeu. Elle avait refait sa vie ailleurs, mais elle avait laissé derrière elle un champ de ruines émotionnelles. Pour nous, la route était celle de la reconstruction, brique par brique, dans une vérité et une honnêteté nouvellement acquises. Le processus serait lent, mais pour la première fois en des années, je sentais que mes enfants étaient de nouveau de mon côté. Et c'était le plus beau cadeau de retraite que je pouvais espérer. La réconciliation avec Sophie et Marc n'a pas effacé l'ombre du passé, mais elle a permis à la lumière de s'infiltrer. Le pardon, plus que l'oubli, est devenu notre guide. Les conversations se faisaient plus fréquentes, plus profondes. Nous abordions les sujets délicats avec une pudeur nouvelle, une honnêteté brutale, nécessaire. Ils m'ont raconté en détail comment Claire avait tissé sa toile de manipulation, comment elle avait habilement exploité leurs failles et leurs besoins pour les monter contre moi. Sophie, la plus sensible, a avoué avoir été déchirée entre son amour pour moi et la loyauté qu'elle pensait devoir à sa mère. Elle nous disait que tu ne l'aimais plus, qu'elle était malheureuse à cause de toi. Elle se plaignait de sa vie, de son apparence, insistant sans cesse sur le fait qu'elle avait tout sacrifié pour votre bonheur, a-t-elle expliqué. C'était une véritable campagne de victimisation qui avait opéré sur eux une terrible emprise émotionnelle. Le fait qu'elle m'ait applaudi à la fête de retraite était non seulement le résultat d'une manipulation, mais aussi de ce besoin d'argent pour ses études. Elle s'est sentie piégée. Marc, lui, a admis sa propre faiblesse. Il voulait faire des études artistiques, mais j'avais toujours insisté pour qu'il suive une voie plus sérieuse. Claire avait profité de cette fissure pour le rallier à sa cause, lui promettant de financer ses propres projets s'il la soutenait. « Elle m'a fait croire que c'était la seule façon d'obtenir ma liberté, papa », a-t-il dit, la voix chargée de honte. L'argent pour applaudir à ma défaite avait été une monnaie d'échange pour ses rêves. Le regret était palpable dans ses yeux. Je les ai écoutés, le cœur serré. Mes propres erreurs, mon aveuglement, leur avaient rendu vulnérable à cette manipulation. J'avais priorisé ma carrière, mon besoin de reconnaissance, et j'avais parfois négligé les besoins émotionnels de mes enfants, leur laissant une brèche où Claire s'était engouffrée. Le pardon n'était pas unilatéral. Je devais aussi leur demander pardon pour mes insuffisances, pour mon silence, pour mon absence. Nous avons décidé de suivre des séances de thérapie familiale. Ce fut une expérience difficile, douloureuse, mais essentielle. Guidés par un psychologue expérimenté, nous avons exploré nos blessures, nos ressentiments enfouis, nos attentes déçues. J'ai appris à exprimer mes émotions, à écouter sans juger, à comprendre les perspectives de mes enfants. Sophie et Marc ont appris à se détacher de l'emprise toxique de leur mère, à comprendre la différence entre l'amour et la manipulation. Le chemin vers le pardon total était semé d'embûches. Il y avait des jours où la colère ressurgissait, où les souvenirs de cette fête de retraite me hantaient encore. Mais chaque fois, nous nous rappelions la vérité, la manipulation de Claire, et nous choisissions de nous raccrocher à cet amour que nous avions toujours partagé, même s'il avait été abîmé. Claire, de son côté, était devenue une figure lointaine, une ombre du passé. Elle avait de lourdes difficultés et avait fait appel à un avocat très cher pour demander la révision de son verdict de divorce. Elle avait perdu une grande partie de son cercle social, et la rumeur de ses détournements de fonds et de sa cruauté avait fait le tour. Elle s'était enfermée dans une solitude amère, refusant tout contact avec ses enfants, les accusant d'être devenus des traîtres à leur tour. Sa vengeance l'avait consumée, la laissant vide et seule. La maison que j'avais gardée, et que Claire revendiquait tant, était devenue le symbole d'une nouvelle vie. J'avais fait des travaux, réaménagé les pièces, pour effacer les fantômes du passé. Sophie avait installé son atelier de peinture dans le jardin,
et Marc venait souvent travailler sur ses projets artistiques dans le salon. Nous la voyions comme un nouveau départ, une page blanche sur laquelle nous pouvions écrire une nouvelle histoire. Un jour, alors que nous dînions ensemble, Marc a posé une question qui m'a profondément touché. « Papa, tu penses que maman pourra un jour changer? Qu'elle pourra regretter ce qu'elle a fait? » Pour notre part, nous avons choisi de nous pardonner, de reconstruire. C'est le plus important. L'ombre du passé serait toujours là, mais elle n'étoufferait plus la lumière de notre présent. Et pour la première fois en longtemps, j'ai senti que la paix, la vraie paix, était enfin à portée de main. Les mois et les années ont passé, tissant de nouveaux fils à l'histoire de notre famille, mais les cicatrices de la fête de retraite demeuraient des rappels silencieux d'un passé douloureux. J'ai vendu la grande maison familiale, trop remplie de souvenirs amers. Avec l'argent de la vente et le reste de ma retraite, j'ai acheté une maison plus petite, plus modeste, mais lumineuse, avec un grand jardin où Sophie a pu installer son atelier de peinture et Marc un coin pour sa musique. C'était un nouveau point de départ, un espace dénué des fantômes du passé. La relation avec mes enfants s'est approfondie, consolidée par les épreuves que nous avions traversées. Nous ne sommes plus dans la fusion naïve du passé, mais dans une connexion plus vraie, plus consciente. Nous parlons ouvertement de nos sentiments, de nos doutes, de nos peurs. Sophie, florissante dans sa carrière d'artiste, expose régulièrement ses œuvres d'une profondeur saisissante, souvent inspirées par son propre cheminement. Marc, lui, s'est lancé dans la production musicale. Sa musique empreinte d'une mélancolie douce, d'une résilience puissante. Tous deux sont devenus des adultes équilibrés, conscients de leurs forces et de leur vulnérabilité. Claire, de son côté, avait disparu de notre horizon. Les tentatives de son avocat de rouvrir l'affaire du divorce avaient échoué. Elle avait été rejetée par son cercle social, et sa réputation était en lambeaux. La soif de vengeance l'avait consumée, la laissant sans amis, sans famille, seule face à ses propres démons. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles directes, mais d'après quelques échos lointains, elle menait une vie isolée, sans les attributs de richesse et de reconnaissance qu'elle avait tant convoités. C'était une fin amère pour une femme qui avait tant de potentiel, mais qui avait choisi la voie de la destruction. Le pardon n'était pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Il ne s'agissait pas d'oublier, mais de transformer la douleur en sagesse, la trahison en résilience. Je me suis reconstruit, non pas l'homme parfait que j'avais jadis voulu être, mais un homme plus humble, plus vrai, plus à l'écoute. J'ai embrassé ma retraite avec une nouvelle perspective, me consacrant à des activités bénévoles, à la lecture, à la marche dans la nature. J'ai appris à apprécier la simplicité de la vie, la valeur des relations humaines authentiques. Un soir, alors que nous dînions tous les trois dans ma nouvelle maison, la conversation est venue naturellement sur la fête de retraite. « C'est fou quand j'y pense », a dit Marc, un sourire triste aux lèvres. J'étais tellement en colère, tellement aveuglé. Je pensais vraiment que c'était toi le méchant. Nous avions traversé l'enfer ensemble, et nous en étions ressortis, non pas indemnes, mais plus forts. Les applaudissements de ma fête de retraite, jadis un symbole d'humiliation et de trahison, sont devenus, avec le temps, le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait triomphé du mensonge, où l'amour familial, même fissuré, s'était reconstruit, plus authentique. Je n'ai pas retrouvé une famille parfaite, car la perfection n'existe pas. Mais j'ai retrouvé mes enfants, leur amour, leur respect, et surtout leur vérité. Nous sommes devenus une famille cicatrisée mais soudée, consciente de notre histoire et résolue à construire un avenir sans secret, sans manipulation. Le pardon avait été mutuel et la réconciliation un cadeau inestimable. Et lorsque le soleil se couchait sur ma nouvelle vie, j'ai réalisé que la vraie retraite n'était pas seulement la fin d'une carrière, mais le début d'une nouvelle compréhension de soi, des autres et du sens profond de l'amour familial. Ce n'était pas le bonheur simple et insouciant
que j'avais imaginé cette nuit-là sur l'estrade, mais un bonheur plus profond, plus résilient, bâti sur les ruines d'un passé que nous avions, ensemble, réussi à transformer. Le fait qu'ils aient supplié plus tard, non pas pour la victoire de leur mère, mais pour mon pardon, a été la véritable apothéose de ma vie. C'était le pardon qui me donnait un nouveau départ, une nouvelle chance.